Et si je te raconte? Et si je te raconte? Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Copiste, commissariat Chiara Parisi et Donatien Gros. Copier, c'est quand même avaler quelque chose, alors, symboliquement, spirituellement, Chiara Parisi, de façon bienveillante. C'est vraiment une histoire d'amour, hein. Cette exposition témoigne Donatien Gros. que cette question de la copie est une question de relation et que la forme de cette relation est donnée aux artistes. En 2024, la directrice du Centre Pompidou-Metz, Chiara Parisi, et le conseiller pour les programmes contemporains au musée du Louvre, Donatien Gros, décident de lier le destin de leurs deux institutions en adressant une lettre à 100 artistes vivants. Choisissez une œuvre des collections du Louvre qui compte pour vous et copiez-la à votre manière, selon ce qui vous semble juste aujourd'hui. 100 artistes français ou internationaux, confirmés ou plus émergents, de tout médium et de tout style, familiers ou non du musée du Louvre et pratiquant ou pas la copie, ont donc été invités à faire un choix au présent de la narration au sein des collections du musée du Louvre. Je me suis demandé si on ne s'était pas trompé d'artiste en m'invitant, parce que je suis un petit visiteur du Louvre et je n'ai jamais fait de copie. Bertrand Lavier. Et donc j'ai trouvé que c'était inattendu, et donc ça m'a intéressé. Donc je me suis promené dans le Louvre, comme Anna Karina, disant « je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Je m'arrêtais devant un tableau. Hélène Delprat. Je me disais non, pas ça, non, pas ça. Le pas ça, pour moi, il est lié au fait que je ne peux pas... Il y a certaines œuvres qui sont ininterprétables. Je ne peux pas m'inspirer d'un Cimabue, par exemple. Dans un coin, je vois ce petit tableau de Gainsborough dessiné avec les personnages de Gainsborough qui, pour moi, reflètent la société de l'ennui, l'aristocratie qui pose, l'entre-soi, c'est-à-dire tout ce que je déteste. Donc je pense que en ce moment, on est quand même dans la non-préoccupation des autres, et puis la vie à plusieurs vitesses, les riches et les pauvres, c'est bête de dire ça, mais il est très très riche et l'abandon des autres. Hélène Delprat a donné une version autrement plus punk de la conversation galante de Gainsborough. Elle a grimé les visages des deux personnages d'aplats bleu pâle et rose et a placé de part et d'autre de son tableau, contre les murs, des pics portant des têtes coupées en fil de fer. Créé en 1793, année de la Terreur, le musée du Louvre est aussi une histoire de têtes coupées, celle des hommes comme celle des statues. Toute œuvre copiée soit-elle, aucun objet du Louvre ne figure dans l'exposition. Seul le catalogue de poche, édité à l'occasion, renferme des références aux œuvres copiées, qui parfois lointaines n'existent que sous forme fantomatique. Les commissaires ont voulu avant tout, aussi signifiant soit ce point de départ de la copie, dessiner une cartographie des pratiques contemporaines, le tout dans un parcours inspiré par l'architecte et scénographe italien Carlo Scarpa, connu pour ses interventions emblématiques à la Biennale de Venise ou au musée de Castelvecchio à Vérone. La confrontation est forte, mais la scénographie et les Pompidou-Metz permet aussi que ces personnalités fortes, ils maintiennent sa propre individualité. Une scénographie de grande simplicité, mais modulable, parce qu'on ne connaissait pas les œuvres. C'est un cheminement d'institution, puisque c'est le Centre Pompidou-Metz et le Louvre, et c'est un cheminement, surtout, de 100 artistes. Et ce qui a été frappant dans le cheminement que nous avons voulu porter, c'était la volonté d'associer des singularités radicales pour un geste qui est un geste de relation. Puisqu'au fond, copier, c'est se mettre en relation. Tu peux naviguer dans la scénographie, tu regardes qu'est-ce que c'est une œuvre plus loin ou plus proche. Ça permet donc des correspondants en gardant la personnalité des uns comme les autres. Ça crée presque une forme de communauté d'âme ou de vision. Compassion, il y a beaucoup de compassion. Il y a beaucoup d'empathie ou de douceur, comme tu dis, de tendresse, de compassion vis-à-vis de l'autre. Le terme copie vient du latin copia, qui signifie d'abord l'abondance, origine qu'on retrouve aujourd'hui dans nos repas copieux par exemple. Plus proche de la copie, la mimésis, et pour Platon, indissociable de l'art qui est imitation d'une imitation, le monde sensible étant lui-même une copie du monde des idées. C'est seulement dans le bas latin du Moyen-Âge que la copia lissera de l'abondance à l'imitation. Mais si la copie a pu avoir mauvaise presse, considérée comme œuvre du copieur, voire du faussaire, elle n'est jamais imitation servile.
Il s'agit toujours de se hisser sur les épaules des géants afin de regarder plus loin. Au Centre Pompidou-Metz, le choix par les artistes de l'œuvre à copier est la première opération du processus créatif. Le choix campe une technique à laquelle il s'agit de rester fidèle ou de s'éloigner, pose un sujet mis en abîme par la copie même et interroge le système de valeurs sous-jacent aux collections du musée du Louvre. Une peinture, une sculpture, c'est aussi une mémoire de savoir. Julien Creuset. C'est une mémoire la mémoire de la touche du pinceau, la mémoire des gestes, la mémoire de tous les outils qui ont permis de polir, poncer ce marbre, qu'il soit dur ou tendre. Et cette mémoire, on a besoin de l'observer, de l'étudier aussi, nous, pour apprendre. À travers son œuvre proposée pour l'exposition, qui recouvre entièrement l'une des extrémités de la galerie, Julien Creuset explore la mutation quasi génétique de la figure de Saint Georges. Martyr du IVe siècle, cette figure combattant le dragon, dans un dialogue entre bien et mal. Lorsque l'iconographie de Saint Georges est arrivée en Afrique, elle est devenue alors synonyme de protection des chrétiens contre les puissances musulmanes environnantes. Saint Georges incarne donc la mémoire en perpétuelle métamorphose, emportée par le flux mouvant des échanges humains. Le musée du Louvre, c'est quand même une grande maison. C'est un peu comme une grande archive qui nous raconte une certaine histoire du regard ou des regards. Et à travers cette histoire, aujourd'hui, on cherche, nous, à prolonger ces récits, contribuer à l'expansion des récits contemporains par des formes de traduction du réel, le monde dans lequel on vit, comment on le perçoit, et comment notre singularité ou notre sensibilité à nous permet peut-être de traduire certaines choses des fois difficiles. Le musée du Louvre a toujours été le lieu des artistes vivants. Après sa fondation, celui qui est alors le Muséum central des arts est accessible 5 jours aux artistes contre 1 seulement pour le public. Tous y sont venus interroger les œuvres du passé. François Boucher y étudie les œuvres de Véronèse, Jacques-Louis David, suivi d'Ingres, y étudie les antiques. Depuis, Matisse, Manet, tant d'autres sont venus y copier. Nous avons encore au Louvre aujourd'hui un bureau des copistes qui en fait sont des artistes qui viennent du monde entier, qui viennent copier face à l'œuvre. Et le musée du Louvre, dès ses débuts, a été le lieu où, comme le dira plus tard Paul Cézanne, les artistes apprennent à lire. La copie, c'est un geste à la fois de préservation de la technique et en même temps un geste de continuation de l'histoire et, comme dirait Baudelaire, de culte des images. La copie, c'est encore à un moment de la recherche, de la découverte, de la séduction. Tu veux quand même épater l'autre, même si ce n'est plus vivant. Donc tu cherches de comprendre où il a mis tous les éclats de lumière. Et pourquoi faire un éclat là, sur la partie supérieure du corps, et pourquoi sur cette partie inférieure de la jambe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais fondamentalement, tu veux comprendre tout son mystère. C'est souvent l'aura d'une œuvre qui attire dans ses filets le copiste, qui fait que 2 artistes partagent parfois à des siècles d'intervalle des mêmes gestes, une même expérience sensible, des mêmes rythmes et des mêmes pulsions. Histoire d'amour anachronique et impossible qui habite. Rendu célèbre par le philosophe Walter Benjamin, cette notion de l'aura peut se comprendre comme l'expérience d'une distance dans la proximité, ou comme une absence qui insiste. C'est cette qualité presque ineffable des œuvres, leur halo de présence qui résiste à l'analyse. Et au Centre Pompidou-Metz, l'ici et maintenant de l'œuvre première emprunte un passage temporel pour réapparaître sur une nouvelle surface sensible en 2025. Nous avons pu, Chiara et moi, parler de cette exposition comme d'un métavers dans le monde réel, puisqu'au fond, ce que nous explorons, c'est un autre Louvre, un Louvre muté. C'est une exposition qui met en abîme la présence des artistes face aux œuvres du passé, la présence des œuvres des artistes aujourd'hui face à celles qui, en quelque sorte, les portaient déjà en elles, la présence des visiteurs et la présence parallèle entre le musée du Louvre et la galerie d'exposition du Centre Pompidou-Metz. L'aura des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art est sans doute la plus scrutée, la plus recherchée. À Metz, la victoire de Samothrace est sculptée en charbon par l'artiste italien Umberto Campana, comme s'il enfermait par sa matière souterraine l'élan du vol de la sculpture antique.
Le duo italo-britannique Clairefontaine s'en est pris, lui, à la Joconde de Léonard de Vinci. Ils ont grimé son visage d'une lourde couche de peinture noire, histoire de résolument couper la tête du chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Ce sont des questions qui paraissent aussi cruciales et extrêmement liées à l'aura et à la question du ready-made pour nous. Fluvia Carnevale, l'un des deux membres du duo Clairefontaine. Ce sont des questions politiques parce que le ready-made est un geste qui aussi demande à renoncer à la souveraineté qui était basée sur la capacité de soumettre le public devant son génie. La Joconde, c'était quelque chose qui nous avait toujours intéressés parce que Marcel Duchamp avait dévisagé la Joconde dans Et la chaud au cul. Et donc c'était une des premières vandalisations, disons, de l'avant-garde dans l'histoire de l'art. Et comme nous, dans notre travail, la question de la citation, de la copie, de l'originalité est une question qui est extrêmement présente. Et donc, copier, si on veut. Nous, on pense que c'est une forme d'écologie aussi, une forme de recyclage, une forme de guérison de la culture du nouveau qui produit immédiatement une disqualification de ce qui existe. C'est-à-dire que dans les mondes marchands, les nouveaux est quelque chose qui enlève de la valeur à l'ancien, qui le transforme potentiellement en poubelle. Une autre œuvre s'attache à l'aura de l'œuvre d'art. La copie est ici une transmutation d'ordre presque alchimique. L'artiste Karsten Oller a installé dans les espaces du Centre Pompidou-Metz une machine distribuant des pilules dans lesquelles sont présentes, à dose infinitésimale, quelques molécules du portrait de Juliette Récamier de Jacques-Louis David. Chaque personne peut désormais ingérer un élément de l'œuvre et ainsi devenir copiste. Ce que Karsten Oller a souhaité copier, ce n'est pas une œuvre dans son apparence physique, mais c'est ce qu'elle a de plus insaisissable, son aura. Et donc, vous pourrez, dans l'exposition à Metz, ingérer un morceau, une présence de la Madame Récamier de David. C'est de l'iconophagie ? Non, pas de l'iconophagie, parce qu'on ne mange pas l'image. On mange l'aura de l'œuvre. Copier une œuvre participe également du rituel de la contemplation. Ce temps long du regard, où le temps de l'utilité est suspendu. Et l'artiste suisse Thomas Hirschhorn a installé au Centre Pompidou-Metz un hôtel où trône une œuvre qu'il avait trouvée dans la rue 40 ans auparavant. Des petites reproductions contrecollées sur bois doré de peintures du XVIIIe siècle et notamment le déjeuner de Boucher. La présence de l'hôtel, fait de riz, de cierges, de cartes de tarot, offre un écrin à cette reproduction sans autre valeur que celle qu'on lui attribue. J'ai trouvé 3 œuvres comme une sorte d'artefact. Thomas Hirschhorn. Que quelqu'un a fait, que je ne connais pas. C'était donc des petites reproductions. Il les a entourées avec de couleurs dorées. Et je pense c'est quelqu'un qui s'est fait un petit musée ou qui a amélioré sa chambre de bonne, je me suis dit, parce que c'était de petites reproductions. C'est moi qui m'imaginais. C'est peut-être une manière de s'approprier une autre manière de vivre, peut-être de rêver d'une vie meilleure, parce que dans ce tableau est quand même représenté une sorte de sphère plutôt bourgeoise ou aristocratique qui, certainement, ne correspond pas à la vie de la personne qui a fait cette copie-là. L'hôtel, mi-bricolé, mi-vaudou, a l'air de protéger cette œuvre qui a traversé les siècles pour se retrouver sous cette forme de reproduction au Centre Pompidou-Metz. J'aime la forme des hôtels, à la fois les hôtels dans la rue, que les gens font, qui sont des formes résistantes, qui sont des formes précaires, mais qui sont des formes aussi qu'on respecte et qui sont chargées. Et plein de croyances. Et c'est pour ça que je trouvais la forme adéquate de faire maintenant, pour cette copie, aujourd'hui, un hôtel. Je veux le fêter, je veux le honorer, je veux lui rendre grâce. L'acte de copier vient mettre à mal le mythe de l'artiste solitaire et dominateur. Il s'agit plutôt de nourrir une conversation qui accepte le lien, fragile et tenace, avec les disparus, les vivants, l'invisible. Et un de ces aspects s'attache à traduire les pigments, les vibrations chromatiques de l'œuvre reproduite, couleurs qui prennent le ton du souvenir et de la rémanence propre à la copie.
Donc j'ai choisi pour l'exposition des copistes La mort de la Vierge, qui est un grand tableau du Caravage. Edgar Sarin. Peint à Rome, sûrement au tout début des années 1600. Il quitte Rome en 1605 ou 1606 parce qu'il tue un homme dans une rixe. Le Caravage travaillait à partir d'un fond noir et peignait du fond jusqu'à la face du tableau, on va dire. Et donc il peignait les premiers personnages au fond et après repeignait les autres personnages au fur et à mesure par-dessus tous les autres. Je travaillais comme le Caravage seulement avec des pigments des ocres, sauf pour le bleu qui était un bleu qu'on ne trouve pas en ocre. Et c'est quasiment un appel physiologique, je dirais, plus qu'intellectuel. L'artiste franco-algérien Djamel Tata interprète la copie comme le lieu de la différence et de la répétition. Ces figures suspendues, silencieuses, apparaissent toujours dans ses œuvres sur fond d'aplats et de couleurs unies. À Metz, il a repris une œuvre d'Eugène Delacroix de 1823, la jeune orpheline au cimetière, assise devant un paysage de tombes, qui regarde avec inquiétude vers le haut un hors-champ inconnu. Ce tableau est un petit tableau très sentimental. Djamel Tata. Avec un sujet qui est pour moi d'actualité, dans la mesure où on vit ce moment, une tragédie dans le monde, et que je pense que des jeunes filles au cimetière, il y en a des milliers, voilà, aujourd'hui, qui pleurent leurs proches. C'est une reconstruction de l'espace de Delacroix, mais complètement transformé dans un truc beaucoup plus abstrait. J'ai changé d'échelle déjà, je l'ai mise à l'échelle 1, et j'ai simplifié. Il y a 3 bandes, comme dans le tableau de Delacroix. Et je me suis complètement référé à ça pour construire cet espace-là. Enfin, il y a une ligne de terre et il y a un petit bout de muret en fait, juste sous les fesses. Et là, c'est la première ligne qu'on voit, mais qui a augmenté un petit peu. Moi, je suis dans la tendresse. Et puis de toute façon, moi, il y a quelque chose d'inhérent à mon travail, c'est la répétition. Donc répéter les formes, c'est une chose. Mais moi, je pense que les artistes ne font que répéter les pensées des anciens, comme les anciens répétaient la pensée des anciens et de leurs anciens, etc. Donc on est dans un processus de répétition des idées. Alors elles sont évidemment très mouvantes et très changeantes, ou bien complétées, mais finalement il y a un processus de répétition qui est parfait. La question de la technique est centrale dans l'acte de copier. Exercice formateur, elle est une attention au faire. La techné est le geste qui fait sens. C'est cette forme de savoir physique qui permet la poiesis, l'acte même de faire naître, de créer. Les artistes contemporains jouent alors d'une œuvre à l'autre de la traduction de ces techniques. Une œuvre de l'artiste français Julien Bismuth traduit une gravure du comte de Clairac parmi les premières représentations occidentales de forêt tropicale. L'artiste en propose alors 3 variations. Je crois que la copie, c'est une forme de traduction. Et comme toute traduction, il y a un équilibre à trouver entre la fidélité et la trahison. Julien Bismuth. Je reproduisais quelque chose du dessin, mais je me détachais de plus en plus du dessin en inventant une autre forêt dans la forêt d'origine. C'est-à-dire que le dessin central est le plus fidèle au dessin d'origine et les autres copies deviennent de plus en plus claires parce que j'utilise des mines de plus en plus légères, mais aussi la forêt commence à se dissiper, à devenir une sorte de tissu de feuilles. C'était non pas une copie fidèle du dessin d'origine, mais c'était quelque chose de l'ordre de la traduction d'un ressenti, c'est-à-dire d'une sorte de tissu végétal sans ciel ni sol, où on n'a pas de repère. En travaillant sur ce sujet, je me suis posé une question. Texte d'Enzo Cucchi pour le catalogue. Si la structure d'apprentissage basilaire du cerveau humain repose sur la copie, que s'est-il passé au début, lorsqu'il n'y avait pas autant de choses ou de comportements à copier ? Il n'y a pas d'original. C'est comme si notre réalité était un grand jeu de miroir. Certains physiciens évoquent l'idée d'une grande imitation, où l'original copie la copie, et nous voilà dans une boucle sans commencement ni fin, comme dans la conception grecque du temps. Le passé est devant nous, et le futur est derrière nous. Il nous pousse vers l'avant à la façon d'une hélice. Et dans cette immense rétroaction, il n'y a pas d'original ni de copie, juste du mouvement. Le questionnement qui a nourri les échanges des 2 commissaires veut aussi accompagner une évolution artistique propre au XXIe siècle, qui rompt avec un siècle précédent marqué artistiquement, philosophiquement et politiquement par une recherche de rupture, un goût du nouveau et des fins annoncées. Fin de l'art, mort de Dieu, fin de l'histoire. Au XXe siècle, vu qu'il y a l'idée de l'idée unique, del tabula rasa, d'avoir la bonne idée, dernière idée, il décrète qu'il faut l'invention pure et dure.
Donc cette exposition démontre que le Louvre, c'est une ville incroyable. On fait vraiment des rencontres avec des êtres vivants ou pas vivants. Ça veut dire aussi que les artistes sont beaucoup plus libres. Ils sont beaucoup moins autocensurés. Pendant très longtemps, en fait, on avait des maîtres, on refaisait les maîtres apprenaient aux élèves à faire la même chose qu'eux-mêmes. Thomas Lévilan. Et puis ça bougeait comme ça, et il y avait des petits décalages qui se passaient comme ça, par mutation, on va dire, parce que on pourrait dire que c'est cancéreux ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'était dans la répétition que ça se bougeait, quoi, que l'innovation arrivait, quoi. Et là, ce qui m'intéresse dans cette exposition, de la part même du Centre Pompidou, c'est de justement retrouver cette espèce de lien où on dit que, bah oui, en fait, notamment je pense de peinture là, mais voilà, je pense que l'art c'est un grand jeu et qu'on rejoue toujours les mêmes choses, que c'est à peu près les mêmes enjeux. Innover, est-ce que c'est forcément si intéressant que ça? Bah, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de revitaliser quelque chose qui existe déjà, des poncifs, des choses comme ça. Parce que finalement, l'amour, la mort, le sexe, bon bah voilà, c'est un peu la condition humaine. En lien indirect avec les ready-made, le recours à la citation ou à la copie devient le terreau artistique de l'appropriationnisme, ou ce qu'on a aussi appelé la Pictures Generation. Des plasticiens, parmi lesquels on peut citer Martha Rosler, Barbara Kruger, Cindy Sherman ou Richard Prince, qui interrogent l'idéologie impliquée par la nature unique de l'œuvre d'art. En France, le recours aux objets usuels, présentés dans les œuvres et non plus représentés, précède cette génération américaine. Les nouveaux réalistes, les Armand, les César, sous l'égide du critique Pierre Restany, jouent déjà des objets ready-made et de la logique du collectif. En d'autres mots, le non-faire ensemble. Et aujourd'hui, dans une même tradition, l'artiste français Bertrand Lavier s'est intéressé à la liberté guidant le peuple de Delacroix. Mais il en a effacé toutes les figures humaines, qu'il a remplacées par un fond bleu uni. À l'exception des armes brandies par les personnages initiaux, qu'il a remplacées par des armes réelles. Et je me suis aperçu très simplement que les objets qui étaient au deuxième plan, les armes et le drapeau, étaient grandeur nature. Et c'est comme ça que ça a démarré. Bertrand Lavier. Il y a une sorte d'effet de Larsen, une sorte de court-circuit, quand vous êtes confronté aux véritables armes qui sont représentées dans le tableau. Je dirais qu'elles sont plus dangereuses, évidemment, parce qu'elles sont présentes. Et je dirais, sur un certain plan, elles font un peu plus de bruit. Faire une copie, c'est comme si on avait retourné les doigts d'un gant. C'est-à-dire qu'en général, un tableau représente, au sens très très général du terme, ça représente un certain nombre d'états ou de réalités. Et là, en réalité, c'est l'inverse, les objets représentent le tableau. C'est pour ça qu'on a inversé, au fond, la règle. Copier, c'est en quelque sorte renoncer à la signature. Signature qui n'a d'ailleurs pas toujours été d'usage dans l'art. Les antiques auteurs, artistes comme écrivains, se référaient souvent à des ateliers plutôt qu'à des individus isolés. Homère est le nom qui a été donné à tous les auteurs qui ont transmis et enrichi une longue tradition orale qui a donné lieu aux grands récits comme l'Iliade et l'Odyssée. Praxitèle et Phidias étaient eux aussi plus des ateliers de sculpture que l'existence d'un auteur unique. Et au Centre Pompidou-Metz, le recours à l'anonymat antique est au cœur de plusieurs œuvres. Celle de l'artiste française Gaëlle Chouane, qui interprète au pastel rouge sur photo une modeste maquette de maison du département des Antiquités égyptiennes. Celle du sculpteur anglais Anthony Gormley, qui traduit en briques de terre cuite une sculpture votive de la civilisation d'Ur. Celle, enfin, de l'américain né à Taïwan, Lee Mingwei, qui présente une tablette qui se réfère à la Mésopotamie, et un livre où les voix de deux poétesses, l'une mésopotamienne, l'autre chinoise, se côtoient silencieusement. Il y a cette minuscule tablette d'argile Lee Mingwei, sur laquelle sont gravés des caractères cunéiformes. Elle date de 4500 avant notre ère et vient de Mésopotamie. Le texte qu'elle porte est le tout premier document de poésie humaine, écrite par une poétesse. Ce qu'elle a écrit dans ce poème parle du fait qu'elle a été abandonnée et bannie de son propre pays. Elle a donc tout perdu. Et dans l'histoire chinoise, il existe une poétesse très similaire, une femme venue de l'élite de la dynastie Song. Son nom est Li Qingzhao. Elle a tout perdu, en fuyant la guerre quand les barbares ont franchi la Grande Muraille. L'objet devient dépositaire des différentes strates, zones géographiques, voies liées par une expérience commune de l'exil. En mandarin, le mot copie se dit lingmo.
Ce n'est pas qu'une simple reproduction physique, mais il s'agit plutôt de vivre avec l'œuvre, jusqu'à ce qu'elle commence à nous parler. C'est une manière de réinterpréter et de ramener l'esprit de l'œuvre dans le monde où nous vivons. C'est précisément ce que je fais en ce moment. J'essaie, et j'espère y arriver, de relier ces deux esprits. Liberté, égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité. D'autres voix de femmes sont invoquées dans l'exposition de Metz. Les artistes y interrogent en effet la question de la féminité au musée. La peintre italienne Giulia Andreani représente un corps noir de femme au sein dénudé, à l'origine peint par Marie-Guillemine Benoît. Cette toile figure parmi la trentaine d'œuvres peintes par des femmes au sein des 35 000 œuvres peintes par des hommes et exposées dans les galeries du Louvre. Une autre, de Madeleine Roger-Lacan, reprend le bain turc, œil de bœuf scrutant un harem et un labyrinthe de corps nus féminins, fantasme du lointain oriental, épulsion scopique du voyeur. Le bain turc devient bain de minuit et les femmes ingresques sont remplacées par des corps d'hommes lascivement installés pas loin d'une piscine. Madeleine Roger-Lacan interroge ici la faible représentation des nus masculins peints par des femmes due au fait qu'il a fallu attendre 1897 pour que les femmes artistes aient accès au modèle vivant masculin dans les académies publiques. Agnès Turnauer, enfin, superpose au tableau de Delacroix La liberté guidant le peuple une couche de langage issue des Guerrières, un livre de l'écrivaine féministe Monique Wittig, fondatrice du mouvement de la libération de la femme. Il t'a faite esclave par la ruse. Monique Wittig, Les Guerrières. Il a fermé ta mémoire de ce que tu as été. Il a fait de toi celle qui n'est pas, celle qui ne parle pas, celle qui ne possède pas, celle qui n'écrit pas. Usant de stratagèmes, il a fermé ton entendement. Si j'ai choisi ce corps féminin, c'est parce que il est toujours d'actualité de protéger des acquis. Agnès Turnauer. Et de, ne serait-ce que son torse nu, quand on sait qu'on a interdit à certaines femmes qui avaient un décolleté trop prononcé d'entrer dans les musées. C'est un texte de Monique Wittig de 69, qui est une espèce de chant, comme une chanson de geste médiévale, qui est très très beau, très choral, et qui est scandé par le prénom elle. Elle dit il n'y a pas de spectacle plus affligeant que celui des esclaves qui se complaisent dans leur état de servitude. Elle dit tu es loin d'avoir la fierté des oiselles sauvages qui, lorsqu'on les a emprisonnées, refusent de couver leurs œufs. C'est un très beau texte révolutionnaire avec les mots pour aller vers une paix, en fait, et enterrer les armes. Donc il y a quelque chose qui se clôt par rapport à la représentation de la croix, qui est qu'on a pris les armes avec le langage, mais ensuite ces armes, on va tous et toutes les remiser. Voilà. Parce qu'il n'y aura plus de conflit. En fait, une œuvre est plus contemporaine du regard qu'on pose sur elle que de l'époque où elle a été produite. Donc pour moi, la copie, c'est juste se mettre en résonance avec une pensée, une structure, un langage, etc. Elles disent tu es domestiqué, gavé comme les oies dans la cour du fermier qui les engraisse. Museum. Si certaines artistes analysent donc la faible représentation des femmes dans l'institution, c'est que tout musée s'inscrit dans l'histoire du regard. Le musée, c'est ce lieu, selon l'historien Tony Bennett, qui produit le spectateur. Et par le choix d'une œuvre spécifique, les artistes questionnent ce grand laboratoire de l'histoire qu'est le Louvre, autant qu'ils définissent leur place en continuité. Au fond, nous sommes arrivés à un moment où le musée fait partie de nos vies. C'est une création relativement récente dans l'histoire de l'Occident, puisque, au fond, les musées ont commencé à se populariser de manière très forte au XIXe siècle. Le Louvre lui-même a 232 ans comme musée. Et donc, nous avons le sentiment que ces institutions ont toujours été là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont cet espace de stabilité, cet espace où l'humanité se célèbre elle-même, se rend hommage à elle-même, et où, en un sens, elles se mettent à l'épreuve d'elles-mêmes. Et c'est tout le sens de l'exposition, que de donner à saisir, dans cet espace de dramatisation de l'humanité, ce que l'on a à dire avec des œuvres venues d'ailleurs, avec lesquelles aujourd'hui nous entendons encore être en relation. Cette question du cadre muséal est au cœur de l'œuvre du peintre français Thomas Lévillane, qui a reproduit le portrait de Monsieur Bertin de Jean-Dominique Ingres au sein du Louvre, cartel, caméra de surveillance et spectateurs inclus. J'étais très étonné de découvrir que le cadre du tableau, en fait, c'est Ingres lui-même qui l'avait dessiné. Thomas Lévillane.
Pourquoi il l'avait dessiné? Parce qu'en fait, il a copié sur un portrait de Raphaël de Balthazar Castiglione, qui est également au Louvre. Donc j'ai trouvé ça hyper étonnant, parce que c'est comme une espèce de désir comme ça de Ingres très très fort, un peu kitsch aussi, de rentrer dans l'histoire de l'art au trépied. Et puis il y avait aussi cette question-là qui m'intéressait, d'un coup ça s'est ouvert dans le tableau, qui était qu'un musée c'est censé être universel et pour tout le monde, et puis en fait il y a quand même aussi un peu de violence symbolique dans le musée. Mais un musée, c'était de le mettre face à une jeune métisse avec qui je vais souvent voir des expositions, et puis moi j'aime beaucoup la peinture classique, donc d'un coup je me retrouve à lui montrer des tableaux où elle est jamais représentée, où il y a jamais elle peut pas se projeter tant que ça, et donc là c'est aussi un tableau de elle face à un vieux mâle blanc, voilà, imposé par le musée et l'autorité. Une dernière tendance est saillante dans l'exposition, celle d'une spiritualité qui doit à l'histoire de l'art du Moyen-Âge, ses dorures immatérielles, ses perspectives et ses personnages non réalistes, mais aussi à la Renaissance. L'artiste israélienne Bracha Ettinger invoque l'ange de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci et la figure de Marie dont les mains en prière s'évanouissent dans une scène fantomatique. L'artiste italien Francesco Vezzoli réalise quant à lui un paravent monumental où des anges sur fond d'or évoquent la Maestà de Cimabue. La peintre française Apollonia Sokol interprète, elle, le retable de Sacetta. Daté de la première moitié du XVe siècle, il représente sur un panneau la délivrance de mendiants et sur un autre la damnation d'un avare par un collège de prêtres. Le tableau de Sacetta, c'est donc un saint qui va délivrer les pauvres de la prison en faisant un trou miraculeusement dans ce mur de prison. Donc en termes d'abstraction et de géométrie, c'est déjà juste sublime. Et puis ce saint, il ressemble à une espèce de comète en fait. Même dans son esthétique, il est déroutant, je dirais. Il y a des gens qui courent, ils ont peur. Et on ne sait pas trop s'ils ont peur du pauvre ou s'ils ont peur du côté surnaturel de la scène. Il y a une autre partie du retable, parce que nous, au Louvre, on n'a pas le retable en entier. Il y en a un autre qui fait la même taille, donc qui est tout petit, je crois que c'est genre 45 cm, quelque chose comme ça. Et dans l'autre, c'est justement tous ces hommes sages, en fait, des hommes pieux, ils sont dans un temple, dans un lieu de réflexion, en train de discuter vraiment de la situation politique. Il y a un problème, ils sont en train de l'aborder. Et au fond, à travers une porte, on voit l'âme du riche, l'âme du radin, en fait, prise par le démon. L'artiste traduit ces deux scènes dans un contexte moderne et contemporain. L'avare devient Napoléon. Les mendiants, des figures militantes d'aujourd'hui, les notables des cols blancs, le tout dans un jeu savant de portes closes et de lieux de passage. La symbolique et la mystique sont ici au service d'une parabole de l'enfermement et de l'exclusion, de séparation entre puissants et pauvres, répétée depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ce recours au passé pictural représente alors ce temps suspendu et la continuité spirituelle de l'acte de peindre à travers les siècles. Vraiment l'envie de démontrer cette continuité de l'histoire de l'art, que c'est quand même l'histoire de l'humanité. La complexité réside du fait que les artistes ils veulent changer le cours de l'histoire avec cette copie. Comme s'ils veulent intervenir dans l'histoire et bloquer une guerre, créer une paix et rééquilibrer les rôles. L'ange n'a plus le même rôle que dans l'ange chez Cimabue ou chez Beata Angelico. Et le roi n'a plus la même fonction. Le méchant n'a plus le même rôle. Comme s'il voulait guérir une blessure. Et il y a donc des micro-blessures qui sont corrigées, qui sont soignées, des histoires d'amour qui sont créées ou recréées. C'est super émouvant. Merci aux équipes du Centre Pompidou-Metz et à celles du Musée du Louvre pour cette collaboration exceptionnelle, à Chiara Parisi et à Donatien Gros. Doublage Kelem Cole, écriture et réalisation Jeanne Dreyfus-Daboussi, production et éditorialisation Elsa De Smet.